Ok, bah bonjour, merci d'être là. Olivier Milleron, je vais vous parler d'un essai que j'ai écrit. Alors pour vous expliquer un peu la genèse de ce texte, en fait, c'était pas du tout prévu que ce soit publié. En fait, moi j'ai une histoire avec le tabac, c'est-à-dire que j'ai été un gros fumeur, gros fumeur. Je fumais entre 1 et 2 paquets par jour. Je suis cardiologue et donc je voyais le jour où j'allais arriver avec le SAMU sur la table de coronographie et où j'aurais l'air un peu couillon. Et donc moi j'ai arrêté de fumer à l'approche des 40 ans parce que j'avais peur de mourir, clairement. Ça a été super dur, mais bon voilà, j'ai réussi et maintenant j'ai plus aucun souci avec la cigarette et les amis peuvent fumer à la maison sans que ça me pose aucun problème. J'ai pas de rapport difficile, mais par contre j'ai des amis très proches qui continuent à fumer, qui s'approchent ou qui ont dépassé la cinquantaine et je suis persuadé que c'est le moment où il faut s'arrêter. Et donc, par amitié, comme c'est des amis avec qui on a une histoire militante assez importante, c'était l'idée de dire si les arguments sanitaires qu'on connaît tous, c'est-à-dire que maintenant quand on achète un paquet de cigarettes, tout est écrit dessus, fumez tu, il y a des photos horribles. Mais finalement, on s'aperçoit que ça ne suffit pas aux gens pour trouver la motivation pour arrêter de fumer. Donc je me suis dit, essayons d'ajouter la motivation politique, en fait. Et un des points de départ de ça, c'était avec la Fanfare Invisible, qui est une fanfare militante. On était parti sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et sur la ZAD, ça fumait beaucoup, en fait. Les militants fument beaucoup. Et je m'étais fait la réflexion de dire, en fait, si là, j'arrive avec un sac avec un burger et un sac McDonald's, je vais me faire argumenter sur la ZAD. Mais par contre, si j'arrive avec un paquet de Marlboro, ça va choquer personne. Alors que, finalement, dans ce moment où on se pose la question de réorganiser notre mode de consommation, où on est de plus en plus persuadé que ces grandes multinationales sont une partie du problème dans la transformation du climat, mais aussi de l'attaque de nos droits sociaux. Il y a une vraie opposition entre le fait de se dire anticapitaliste et de vouloir changer le monde, de vouloir lutter pour le climat et de continuer à fumer. Donc c'est ça le point de départ. Et donc, donc j'ai commencé à écrire un texte, mais sans me dire qu'il allait être publié. Au début, c'était vraiment pour le filer aux copains et essayer d'engager la discussion et de les titiller un peu. Voilà. Il y a un copain en particulier à qui ce texte était destiné et il n'a pas arrêté de fumer du tout, il continue à fumer. Et voilà. Mais j'espère que petit à petit, ça infuse. Voilà. Et donc en fait, on a tous entendu des trucs un peu sur l'industrie du tabac. Mais en fait, en tirant le fil, moi j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Et donc c'est ce qui est dans ce bouquin. Et le premier truc que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'idée qui est un peu diffusée partout, c'est de dire, en fait, arrêtez de nous emmerder, on a toujours fumé et ça fait partie de la culture, en fait. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le tabac, ça poussait que dans les Amériques. Et donc, les Européens, ils ne fumaient pas de tabac avant que les colons arrivent en Amérique avec Christophe Colomb. Et les populations indiennes, enfin les populations des Amériques, utilisaient le tabac, mais pas du tout comme un produit de consommation comme on le fait aujourd'hui, mais c'était une plante qui était utilisée soit pour des cérémonies religieuses, soit comme médicament en onguent ou des choses comme ça. Et en fait, c'est les Espagnols qui se sont aperçus qu'on pouvait fumer le tabac et que assez vite, des gens se sont aperçus qu'ils n'arrivaient plus à arrêter la cigarette. Le côté addictif a tout de suite été découvert. Et donc, on a commencé à, ce que les Européens ont appelé le Nouveau Monde, à cultiver le tabac à visée commerciale, en fait. Et donc, comme quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont amené en particulier beaucoup de virus
qui ont décimé les populations locales assez vite pour pouvoir continuer à faire fonctionner une agriculture à très bas coût. On a inventé, entre guillemets, le commerce triangulaire. Et donc, en fait, le début du tabac, en fait, finalement, c'est l'histoire de l'esclavage, parce que ce qui se passe quand les Européens arrivent en Amérique, c'est qu'ils vont importer en Europe, pour la bourgeoisie naissante, des biens de consommation dont on n'avait pas tellement besoin, c'est-à-dire le sucre, le tabac et puis le coton après. Donc des choses qui n'existaient pas du tout en Europe, mais qui ne sont pas des choses indispensables à la vie et au développement humain. Et donc, début de l'exploitation du tabac dans les Amériques. Et comme il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent à bas coût, voire à pas de coût du tout, on va prendre des esclaves pour travailler dans les champs de tabac. Et donc ça commence principalement ça en Amérique du Sud, en fait, surtout au Brésil, avec les Portugais et les Espagnols. Et donc il y a même un moment où le tabac, qui était considéré de mauvaise qualité, a été utilisé par les Portugais comme monnaie d'échange contre des esclaves en Afrique, où ils ont pareil, les vendeurs d'esclaves sont devenus accros au tabac, et donc ils ont accepté d'échanger des esclaves contre du tabac de piètre qualité. Voilà. Et donc, on voit que dès le début, c'est à la fois la naissance du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans le sens où c'est la création des banques, la création des gens qui vont mettre de l'argent pour développer le commerce triangulaire, payer les bateaux, les premières assurances anglaises qui vont assurer les bateaux d'esclaves. Et c'est donc vraiment le début d'une mondialisation de l'économie, avec des gens qu'on trouvait logique et raisonnable de mettre de l'argent pour acheter des esclaves. Et monter des bateaux pour le commerce triangulaire. Donc en fait, si on prend sur l'échelle de l'humanité, l'exploitation du tabac à visée commerciale, ça fait à peu près 400 ans. C'est à peu près le même moment que le capitalisme, l'invention du capitalisme. Et donc si on considère que le début de Sapiens, c'était il y a 24 heures, en fait on fume et on est sous un régime capitaliste que depuis 5 minutes. Donc l'homme a vécu très longtemps, l'humanité a vécu très longtemps sans tabac et sans capitalisme. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. Et puis après, au fur et à mesure, en Virginie, qui va devenir un des endroits le plus gros producteur de tabac, en fait il y a c'est un des Nordiques qui ont attaqué une cargaison d'esclaves. Et qui se retrouvent avec une cargaison d'esclaves et ils ne savent pas quoi trop en faire. Et ils accostent en Virginie et ils vont vendre. C'est les premiers esclaves en fait en Amérique du Nord. Et ils vont les vendre à un propriétaire d'une plantation de tabac. Et donc ça va être le début de ce qu'on connaît de l'exploitation des esclaves en Amérique du Nord. Et donc, une fois encore, le début de l'esclavagisme aux États-Unis, ça là encore un rapport avec le tabac. Donc on a à ce moment-là, après, il va y avoir la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et donc dans les pairs des États-Unis, en fait, il y avait des producteurs de tabac qui avaient des esclaves. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas du tout des esclaves. Et l'esclavagisme a continué une fois que les États-Unis ont été créés en ayant viré les Anglais, quoi. Donc ça, production de tabac, mais c'était quand même assez artisanal. Et pour faire des cigarettes, c'était un peu comme les cigares maintenant, c'est-à-dire que c'était surtout des femmes, c'est un travail très difficile, qui roulaient des cigarettes et qui faisaient les cigarettes avec leur langue. Donc déjà à ce moment-là, on avait vu que ces femmes-là avaient des cancers qui apparaissaient au niveau de la bouche et de la langue. Mais petite production artisanale. Et puis la machine à vapeur arrive, et là, il y a un gars qui s'appelle Duke qui va acheter la machine, qui va se mettre de mèche avec un ingénieur qui est capable de produire la machine. Et donc une machine à faire des cigarettes.
En fait, en une journée, ils avaient la production de ce qu'ils faisaient à peu près avant en un an. Et donc, ils ont comme souvent dans le marché actuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un produit pour lequel il n'y a pas de marché, mais on va le créer en fait. Et en fait, le génie de Duke, c'est d'inventer le marketing et le merchandising. Et donc lui, il a compris tout de suite que c'était pas la cigarette en soi qui allait faire que les gens allaient l'acheter, mais ça allait être le packaging et le merchandising. Donc c'est un des premiers qui met énormément de ses bénéfices dans la communication. Et donc il va il va prendre des chaises sur lesquelles il va mettre le nom de ses cigarettes et il va les mettre dans tous les points de vente potentiels dans les États-Unis. Et puis il va inventer le fait de mettre des petites cartes dans les cigarettes, donc la même chose que dans les paquets de céréales maintenant des enfants, sauf que lui, il met des femmes dénudées. Et donc là, gros succès. Donc grosse discussion dans sa famille, parce que c'était quand même une famille protestante, un peu rigoriste et tout ça. Mais bon, comme assez souvent dans le business, on va assez vite faire ce qu'il faut pour qu'on fasse du business, et puis la morale, on verra plus tard. Et donc voilà, donc c'est le premier qui a inventé le fait de mettre des petites cartes aguichantes dans les paquets de tabac, et ça marche très très bien. Et donc la consommation de tabac va exploser partout dans le monde, et les États-Unis deviennent le plus gros producteur. Mais en fait, dès le début, en fait, comme les Espagnols et les Portugais découvrent le tabac dans les Amériques, et que les marins se mettent à fumer, en fait, ça va disséminer très très vite partout dans le monde. Et le tabac, ça pousse comme du chien-dent, en fait. Donc tous les pays ont commencé à faire du tabac. Et en France, l'État s'est tout de suite accaparé la production de tabac, parce qu'ils ont vu tout de suite qu'il y avait beaucoup beaucoup d'argent à faire. Donc dès le début, il y a eu des histoires de contrebande de tabac, il n'y avait que l'État qui pouvait faire pousser du tabac. Enfin, c'est un peu la même chose que pour l'alcool maintenant, quoi. Ça a été hyper contrôlé. Donc industrialisation, et puis donc ça marche tellement bien qu'en fait, il y a quelques compagnies aux États-Unis qui vont vendre des cigarettes, et à tel point qu'ils vont être démantelés par les lois antitrust américaines. Les Américains, ils croient à la concurrence, et donc là, il y avait 3 compagnies, je crois, qui étaient hégémoniques et considéraient qu'il n'y avait pas assez de concurrence. Donc ils ont démantelé une partie des producteurs de tabac pour faire des plus petits entités économiques. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est incapable de faire ça, en fait. Les lois antitrust, normalement, existent au niveau européen et américain. Et il y a eu des procès au cours de la fin du XXe siècle, en particulier contre Microsoft, qui est complètement hégémonique, en fait, finalement, au niveau des produits industriels. Et ils ont été soutenus, en particulier par Bush. Et ce qui fait qu'en fait, les lois antitrust qui sont censées protéger les consommateurs américains contre... en fait, ils sont devenus tellement puissants, les multinationales sont devenues tellement puissantes que finalement, elles sont devenues attaquables. Et quand on les attaque devant les tribunaux, c'est très difficile de gagner. Et c'est aussi ce qui se passe avec le tabac. Alors l'industrialisation, ça marche hyper bien, sauf qu'ils ont un petit problème, parce que c'est les hommes qui fument. C'est quand même mal vu, en fait, pour les femmes de fumer. Et donc là, il y a tout un truc sur le patriarcat et le rapport de l'homme à ce genre de choses, quoi. La cigarette, il y a toute une théorie sur l'oralité, en fait, qui est accaparée par l'homme. Donc le fait de parler, mais aussi le fait de la grosse bouffe, le fait de fumer, tout ça, c'était assimilé à la masculinité. Et donc, les vendeurs de cigarettes dans les années 30, ils se disent c'est quand même ballot de se passer de la moitié de l'humanité qui pourrait acheter notre produit, quoi. Et donc, ils vont voir alors, il ne s'appelait pas exactement comme ça, mais c'était déjà un communicant qui s'appelait Édouard Bernays. Et Édouard Bernays, il a participé à une commission mise en route par le gouvernement américain au moment de la Première Guerre mondiale,
parce que en fait, l'opinion américaine était contre l'entrée en guerre de l'Amérique dans la Première Guerre mondiale. Et donc ils ont fait un groupe de travail pour faire changer l'opinion. Et ça va super bien marcher. Ils vont tellement bien marcher que ça va tellement bien marcher que en fait l'opinion en 1917 est pour l'entrée des Américains dans la guerre, et ils entrent dans la guerre et personne ne râle. Et en fait, à ce moment-là, ils ont mis en route des vraies campagnes de communication, mais aussi en payant des gens pour aller dans les réunions des églises et tout ça. Et Bernays a participé à ça, et il est tellement impressionné de ce qu'ils ont réussi à faire en termes d'influence sur l'opinion, qu'il se dit, en fait, tout ce que j'ai appris, je vais le mettre au pouvoir de l'économie, en fait, des boîtes. Et donc c'est comme ça qu'il est approché par les vendeurs de tabac qui disent, nous on a un problème, on voudrait que les femmes fument, comment on fait? Bernays, c'est un neveu de Freud, en fait. Il est proche des milieux psychanalytiques, donc il va discuter un peu dans les milieux psychanalytiques, et on lui dit, c'est clair, la cigarette c'est un symbole phallique, c'est le pouvoir, c'est le zizi de l'homme, donc si la femme elle s'accapare la cigarette, elle s'accapare le pouvoir, et c'est là-dessus qu'il faut communiquer. Et donc en fait, Bernays il organise pendant la parade de Pâques en 1929 une fausse manifestation où il convoque les journalistes, il prend des mannequins en leur disant, à mon signal, vous allumez une cigarette, et il dit que c'est des suffragettes, et il appelle ça, elles vont brandir le flambeau de la liberté. Et donc ce truc a tellement bien marché que, encore aujourd'hui, dans toutes nos sociétés, les femmes qui fument, c'est associé à la liberté. Hein, et c'est marrant parce que dans des débats, il y a eu des femmes qui avaient 20 ans dans les années 70, 68-70, et qui disaient que c'était un vrai combat féministe de fumer à table avec le père, quoi. Voilà. Et donc c'est marrant de voir comment, en fait, finalement, ce combat, c'est une influence totale de l'industrie du tabac. Et finalement, il n'y a pas tellement ce combat, à ma connaissance, pour conduire un gros 4x4 ou pour être chasseur, quoi. Voilà. Mais pour la clope, oui, parce qu'il y a des bénéfices énormes qui sont faits par l'industrie du tabac. Et donc, cette idée de la liberté pour les femmes qui va avec le fait de fumer, en fait, c'est vraiment une influence de l'industrie du tabac. Donc, en fait, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a des index de liberté de la femme qui regardent leur implication dans le pouvoir économique, le pouvoir politique et tout ça. Et il y a effectivement une corrélation entre le rapport entre le nombre d'hommes et de femmes qui fument dans une société et cet index-là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on se met à fumer, qu'on va être plus libre, et que c'est un combat qui permet d'arriver à l'égalité. Ce qui marche bien, c'est que, en fait, comme quand on fume, les complications du tabac sont retardées, alors qu'en France, on a à peu près une stabilité, voire une petite décroissance des cancers du poumon chez les hommes. Chez les femmes, ça augmente, parce qu'elles ont commencé à fumer plus tard et qu'elles ont tendance à fumer autant, voire plus que les hommes maintenant. Donc, on voit que le vrai succès de l'industrie du tabac, c'est qu'effectivement, les femmes rattrapent les hommes sur le plan des cancers dus au tabac. Voilà. Et après, donc, il y a eu tout au cours de la culture du tabac, il y a eu l'implication des médecins. Et c'est assez marrant de voir que dans toutes les campagnes de presse, il y a beaucoup de médecins. Et donc, à la fois, ils ont toujours dit que ce n'était pas mauvais pour la santé, mais dès le début, ils ont pris des médecins qui disaient « moi, je fume des Marlboro parce que ça fait moins mal à la gorge que la Chesterfield ». Et ça. Donc, il y a plein de pubs comme ça. Et puis, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que dans les années, je crois que c'est au XVIIIe siècle, 18e siècle ou début du 19e, il y a une théorie qui fait que donc il y avait beaucoup de noyés à ce moment-là, parce qu'on travaillait beaucoup autour des fleuves et les gens ne savaient pas nager, en fait. Donc il y avait beaucoup de gens qui se noyaient. Et il y a une théorie qui dit que pour sauver un noyé, il faut lui insuffler de la fumée de tabac dans l'anus. Donc ça, il y a quelqu'un qui a fait une thèse il n'y a pas très longtemps en essayant de trouver l'origine de cette théorie. Il n'a pas trouvé, en fait, il n'a pas compris, mais c'est quelque chose qui a pris vachement et qui est soutenu par ce qu'on appellerait aujourd'hui des key opinion leaders, des leaders d'opinion, et donc dont Réaumur, de Réaumur Sébastopol,
qui était un spécialiste des métaux, en fait, mais qui était très connu à ce moment-là. Et donc, lui, il a soutenu cette théorie. Et ce qui fait qu'à tel point qu'à Paris et à Londres, il y avait des petites boîtes, comme les défibrillateurs maintenant dans l'espace public, il y avait des petites boîtes avec le matériel pour faire du tabac et souffler. Il y avait le tube pour mettre dans l'anus du noyé, quoi. Et donc ça, c'est assez marrant parce que ça prouve que, on l'a vu il n'y a pas longtemps pendant le Covid, hein, que quand on met une blouse blanche et qu'on a l'air sûr de soi, on peut raconter n'importe quoi et qu'il y a plein de gens qui peuvent être séduits par ça. Et donc on voit que ce truc complètement fou de dire on va souffler de la fumée de tabac dans l'anus des noyés, ça a été hyper pris au sérieux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils ont arrêté assez vite, mais aussi parce que les gens pétaient les petites boîtes pour prendre le tabac, parce que comme ils étaient addicts au tabac, il y avait une bonne façon d'aller choper du tabac gratos, quoi. Voilà, et puis les docteurs, ils avaient les preuves depuis très longtemps en fait, de la nocivité du tabac. Et en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait toutes les preuves. Alors c'était surtout des recherches en Argentine et en Allemagne qui avaient prouvé que le tabac donnait le cancer. Il y avait aussi des chirurgiens thoraciques qui avaient fait le rapport entre les deux. Mais en Amérique et en Europe, on n'en parlait quasiment pas. Mais les nazis ont été complètement anti-tabac, en fait. Ils avaient compris que pour avoir des hommes nazis en pleine forme, il fallait les empêcher de fumer. Et en fait, au lendemain de la guerre, tout le monde a l'épreuve que fumer est dangereux pour la santé. Et donc, l'industrie du tabac commence à se faire du souci. Et donc, ils vont, là encore, voir un communicant. Et ils disent, nous, on a un vrai problème. Voilà, si on admet que la cigarette, ça rend malade, notre business, il tombe. Et donc, le gars, il dit, donnez-moi une semaine et je vais réfléchir. Et il revient au bout d'une semaine et il leur donne une stratégie. Et cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie du doute, qui a été beaucoup utilisée depuis, mais qui a été beaucoup utilisée parce que ça a très, très bien marché pour l'industrie du tabac. Et l'idée de la stratégie du doute, c'est de dire, on ne va pas nier, de dire peut-être que le tabac, ça donne le cancer. On va dire, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On ne sait pas, il faut chercher, en fait. Et donc, ils vont... l'idée, ça va être de financer de la science avec, si possible, des bons chercheurs. Donc, ils vont financer des bons chercheurs. Et financer de la communication et financer des liens du lobbying et des liens proches avec des politiques. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, on va financer des études sur les liens entre le cancer et la pollution. Et donc, on va lancer ça, et puis on va dire, vous êtes gentil, mais la pollution, ça donne le cancer. Donc, c'est un petit peu facile de dire que c'est la cigarette. On va financer des études sur les récepteurs nicotiniques dans le cerveau, qui sont probablement des récepteurs qui peuvent aider à l'éveil. Et donc, l'idée de dire, la nicotine, ça aide à réfléchir, ça donne à l'éveil. Et donc, il y a un Français qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui est un spécialiste mondial du récepteur nicotinique, qui a été financé par l'industrie du tabac pendant assez longtemps. Il a même un papier dans une grande revue où il y a marqué qu'il est financé par Reynolds. Donc c'est assez marrant de voir que c'est écrit noir sur blanc, quoi. Et en même temps, donc ça va très très bien marcher, hein. Donc les compagnies de tabac font une espèce de campagne de presse énorme en disant nous sommes inquiets, nous allons faire de la science, nous sommes préoccupés par le lien potentiel entre la santé et le tabac, alors que tout est connu déjà, mais ils disent on va chercher, on va financer de la science. Et ce truc-là, alors quand dans les années 50, il y avait à peu près tout qui était clair, ça leur a permis de tenir 40 ans sans... En fait, le moment où l'industrie du tabac reconnaît que le tabac tue, c'est 40 ans après, en fait. Et donc, ils ont gagné 40 ans de profit
sans avoir été embêté. Et donc ça, c'est la stratégie du tout qui est complètement faite pour l'industrie du tabac, mais qui est utilisée aujourd'hui par les vendeurs de glyphosate, par les vendeurs de pétrole et tout ça. Et donc, ces derniers temps, les discussions sur le glyphosate et tout ça, toutes les discussions qu'on a entendues sur oui, mais les études, c'est la stratégie du doute. C'est exactement ça. À chaque fois que vous entendez quelqu'un de très connu, un scientifique, qui prend des positions un peu étonnantes comme ça, il faut toujours voir d'où il parle et quels sont ses intérêts, ses liens d'intérêt, parce qu'il y a des vraies discussions. Donc, stratégie du doute qui est aujourd'hui utilisée par la plupart des industries polluantes et qui est vraiment quelque chose qui vient de l'industrie du tabac. Si on arrive aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que tout ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire nos droits sociaux, environnementaux et la préservation du climat, en fait, l'industrie du tabac fait ce qu'il y a, une fois de plus, ils ont inventé ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, en fait, ils ont quitté les pays dits développés pour aller dans les pays pauvres pour s'affranchir des normes sociales et environnementales. Et donc, aujourd'hui, il y a des ONG qui ont travaillé là-dessus et qui, dans les années 2010, disaient qu'il y avait plus d'1 million d'enfants qui travaillent dans les champs de tabac. Et donc, ces enfants, ils travaillent au quotidien à ramasser les feuilles de tabac, à couper, à porter les feuilles de tabac. Donc, il y a une maladie particulière qui est due au fait que quand on est en contact avec les feuilles de tabac, on a de la nicotine qui passe dans le sang. Et donc, c'est des gamins qui font des intoxications aiguës à la nicotine, ce qui met clairement leur vie en danger. Ils sont en plus exposés au fait que ces champs de tabac, c'est des monocultures où on balance plein d'insecticides, d'intrants et de choses comme ça. Donc, ils sont exposés à tout ça. C'est quelque chose qui est organisé par l'industrie du tabac, puisqu'on fait travailler ces enfants quand on est dans une économie de la misère. Ce n'est pas par hasard. Et ce qui est hallucinant, c'est que même aux États-Unis, en fait, il y a des lois spécifiques dans les États où ils plantent du tabac pour que les enfants puissent travailler à partir de l'âge de 13 ans, je crois. Et ça, c'est clairement des lois aménagées par pression des producteurs de tabac. Et donc, les États où ils produisent du tabac, c'est des enfants de latinos qui travaillent dans les champs de tabac. Voilà. Donc, mais ça, c'est aujourd'hui. C'est pas, on ne parle plus de l'esclavage, quoi. Voilà. Donc, il y a toute une manipulation de l'industrie du tabac qui a essayé de faire du RSE, de faire semblant qu'ils construisaient des écoles et des choses comme ça, alors qu'en fait, la seule façon de faire, c'est de payer correctement les parents pour pas qu'ils aient besoin de faire travailler leurs enfants. Et donc, il y a tout un... Pareil, c'est au niveau des associations et des institutions internationales qui s'occupent des enfants, genre UNESCO, tout ça. Il y a eu plein de push de l'industrie du tabac pour essayer de rentrer là-dedans et faire des programmes communs. Et à chaque fois, il y a une bagarre pour les mettre dehors. Mais en permanence, ils essayent, quoi. Il y a un impact environnemental du tabac qui est effarant, en fait, quand on s'y intéresse. Et en fait, ça va donc de la production jusqu'aux déchets, en fait. Et donc je vous ai dit, production, monoculture, déforestation pour faire des champs de tabac. On met plein de produits toxiques dans les champs. Après, on fait chauffer, on fait du feu pour faire chauffer pour faire sécher les feuilles. Les lieux de production de tabac versus les usines de tabac, c'est très très loin, donc il faut prendre l'avion. Pour produire le tabac, on met plein de saloperies dedans. Et puis, le mégot, j'y reviendrai, mais le mégot, c'est du plastique qui ne diminue en rien le risque de maladie. Le mégot, ça n'a jamais diminué le risque de faire un cancer ou d'avoir des complications du tabac. Par contre, c'est le déchet plastique qui, en termes de nombre, est le plus collecté dans la nature. C'est vraiment une catastrophe. Et donc, ce mégot, c'est un concentré de toxiques, parce que tous les toxiques qui sont dans la clope,
On considère qu'il y a à peu près 400 toxiques dans la cigarette, donc ces toxiques qui sont concentrés dans le mégot de tabac. Et donc quand on les balance dans l'environnement, on contamine l'environnement. Et donc il y a une étude qui avait été faite. Quand on prend un mégot de tabac, qu'on le met dans 1 litre d'eau et qu'on laisse 48 heures, on tue la moitié des poissons qui sont dans l'aquarium. Donc ça donne bien la toxicité de ce concentré. Pour faire des clopes, il faut plein d'eau. On considère qu'il faut 3,7 litres d'eau pour faire une clope. C'est énorme. Et il faut couper un arbre toutes les 300 cigarettes. Donc c'est à peu près, à chaque fois qu'on achète deux cartouches, c'est l'équivalent, il faut couper 2 arbres, quoi. Donc et alors le dernier truc, c'est que dans les mégots qui sont jetés, c'est responsable de feux de forêt et de feux de ville. On considère qu'il y a Moscou qui a brûlé sur un feu comme ça, sur un mégot, dans les années au 19e siècle. Mais les plus grands feux de forêt en France, il y avait un énorme incendie dans les Landes dans les années 50. C'est un gardien qui s'est endormi avec sa clope dans son lit. Voilà. Donc les conséquences environnementales du tabac sont terribles. Et pourtant, dans toutes les discussions là, au niveau européen, justement pour taxer les industries qui sont polluantes, l'industrie du tabac n'a jamais été emmerdée. Il n'y a jamais eu de taxes. Alors qu'on est en train de mettre des normes aux frontières sur les producteurs de CO2, sur ce qui produit la déforestation, l'industrie du tabac n'a jamais été inquiétée, personne ne leur a jamais demandé de compte. CO2, je ne vous ai pas dit, mais en termes de CO2, c'est aussi énorme. Et on considère que l'industrie du tabac, c'est à peu près la même production de CO2 chaque année que ExxonMobil, là, qui est la plus grosse industrie de pétrole aux États-Unis. Donc le fait de fumer, c'est non seulement dangereux pour la santé, mais c'est dangereux pour tout le monde, quoi. Et donc l'industrie du tabac en soi participe à tout ce qui fait que notre environnement se dégrade et nous rend malades. Alors, il y a un truc qui est très particulier, qui a été aussi utilisés par l'industrie du tabac, c'est les tribunaux supranationaux. C'est des tribunaux qui ont été inventés dans le cadre des accords de libre-échange. Et donc l'idée, c'était de sécuriser les multinationales vis-à-vis potentiellement de gouvernements dictatoriaux qui voudraient leur piquer leur entreprise ou nationaliser. Et donc l'idée, c'est de dire s'il y a un contentieux entre une entreprise et un État, dans le cadre d'un accord de libre-échange, on va faire un tribunal supranational, parce que ça ne correspond à plus aucun État. Si on considère que le gouvernement ne peut pas juger, on ne peut pas juger dans le pays du gouvernement, parce que ça serait défavorable à la multinationale. Et donc, il y a des juges qui sont tirés au sort. Donc, il y a deux juges qui sont nommés, et ces 2 juges vont nommer un 3e. Et c'est ça le tribunal, et qui vont décider que tel gouvernement a spolié telle entreprise, et donc que l'entreprise doit être dédommagée. Et donc ça a été utilisé, par exemple, après Fukushima. Les Allemands, ils ont décidé de fermer des centrales nucléaires, et donc il y avait des opérateurs privés de centrales nucléaires qui ont attaqué le gouvernement allemand en disant attendez, nous on a mis plein d'argent, vous allez nous casser notre business, donc il faut nous dédommager. Et en fait, l'industrie du tabac a utilisé ça contre des pays où le gouvernement voulait faire de la politique anti-tabac très puissante, sur le fait de faire des paquets neutres, de supprimer le fait de fumer dans les bars et tout ça. Et donc, ils ont menacé, je crois que c'était l'Équateur, où il y a un président qui était clairement anti-tabac et qui voulait faire une politique très volontariste. Et donc, ils l'ont attaqué devant un tribunal comme ça, en demandant, comme amende contre ce pays, 10% de leur PIB, ce qui est monstrueux, en fait, quoi. Et donc, comme c'est des décisions qui prennent beaucoup de temps, et en fait, pendant tout ce temps-là, tous les autres pays n'osaient plus bouger, parce que c'était une espèce de potentielle amende super importante. Et donc, ils ont utilisé cette
cette nouvelle possibilité de faire du droit à leur avantage pour menacer les États qui voulaient lutter contre le tabac. Heureusement, ils ont perdu, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et puis en plus, c'est des procédures qui coûtent énormément d'argent au gouvernement pour se défendre. Et donc, c'est payé avec les impôts des citoyens, quoi. Donc, l'utilisation des tribunaux arbitraux dans le cadre des traités de libre-échange, ça, c'est quelque chose qui est mal connu et qui est aujourd'hui encore est quelque chose qui est utilisé par les multinationales et la plupart du temps contre les gouvernements qui essayent de mettre en place des mesures pour protéger les citoyens. Dernier truc dont je voulais vous parler, c'était ce à quoi on a assisté au moment du Covid, qui est hallucinant et qui montre quand même la puissance du lobby. C'est-à-dire qu'on a quand même eu un virus qui attaquait les poumons, pour lequel les gens étaient intubés, ventilés en réa. Et vous avez tous entendu à un moment que peut-être que la clope, ça protégeait du Covid. Et alors c'est intéressant, alors donc ça vient de France, ça vient de l'AP-HP même. C'est un des services de la Pitié-Salpêtrière. Et donc ça part d'un constat qu'en réanimation, il y avait moins de fumeurs que ce qui était attendu. Dans les gens qui avaient le Covid et qui allaient en réanimation, par rapport à ce qu'on savait des gens qui fumaient dans la population, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de fumeurs en réanimation. Donc là, de là est partie l'idée que peut-être que la nicotine protège. Et là, on revient sur un personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui était ce chercheur qui avait bossé sur la nicotine et qui avait touché de l'argent de l'industrie du tabac. Et le lien entre Jean-Pierre Changeux et le service de médecine interne de la Pitié, c'est un prix Nobel de physique français qui a fait le lien. Et donc, ils ont communiqué dans les médias en disant peut-être qu'on a une piste. Et donc, c'est soutenu par Jean-Pierre Changeux, un prix Nobel de physique, un grand service de la PHP. Et là, traînée de poudre, mais ça a été mondial. Ça a été mondial. Donc, non, mais à tel point que les patchs ont été. La vente des patchs dans les pharmacies a été réglementée, en fait. Ça a été. Les pharmacies ont été. Alors c'est le moment où on n'avait aucun traitement, c'est le tout début du Covid. Voilà, donc ce truc-là, ils ont quand même réussi. Alors moi je dis pas que les gens qui ont fait ça ont touché de l'argent du tabac et tout ça, on n'a aucune preuve de ça et je pense que non. Mais le fait que Jean-Pierre Changeux revienne dans le jeu à ce moment-là, ça pose problème dans la façon dont on est capable d'utiliser la notoriété des gens, tout en sachant que cette personne avait des liens d'intérêt avec l'industrie du tabac. Et donc la fin de l'histoire, c'est quand même que la PHP a financé une étude pour mettre des patchs en réanimation et au personnel. Et donc une des deux études a été publiée et négative, ça ne marche pas. Mais on n'a pas eu du tout la même puissance médiatique sur le fait que ça ne marchait pas qu'au moment où ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que moi j'ai découvert quand j'ai bossé sur ce sujet. On peut se dire que l'industrie du tabac, c'est vraiment l'exemple qui montre que dans notre mode d'organisation actuelle, économique et politique, une entreprise qui vend un produit toxique qui va tuer la moitié de ses consommateurs, en fait, peut faire des profits faramineux et finalement être très peu inquiété et avoir une influence énorme au niveau politique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ils sont en train de gagner le combat. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui sont très inquiétants. Jusqu'à maintenant, la consommation de tabac en France diminuait, là c'est en train de stagner, c'est même en train d'augmenter un peu chez les femmes et dans les populations les moins favorisées. Et on a Gabriel Attal, quand il était ministre du Budget, qui défend les buralistes, alors que les buralistes ne respectent pas la loi et vendent en majorité des cigarettes aux mineurs. Que le ministre des Finances a donné la Légion d'honneur au président du syndicat des buralistes. Bon,
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes actuellement qui nécessiteraient qu'on leur remette des médailles? Et qu'au niveau européen, il y a un super traité qui a été fait par l'OMS pour combattre l'industrie du tabac, qui a été signé par énormément de pays, dont la France et l'Europe, et qui souhaitait tracer les paquets de cigarettes, parce qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que en fait, le commerce illicite de cigarettes est en fait organisé par l'industrie du tabac. Quand on parle de commerce illicite du tabac, il n'y a pas de contrefaçon en fait. Les clopes qu'on achète dans la rue, ça vient des cigarettes, des usines de Big Tobacco en fait. Et en fait, Big Tobacco, ils inondent les pays autour de la France où le prix de vente est moins cher, en sachant très bien que ça va revenir sur le marché français. Et donc, ça avait été acté qu'il fallait qu'il y ait un système de traçage des paquets de cigarettes pour pouvoir prouver que c'était bien l'industrie du tabac. Et donc, en fait, il devait y avoir ce système qui était mis en place au niveau européen. Et donc, bien sûr, il fallait que ce système soit complètement indépendant de l'industrie du tabac. Et finalement, la personne qui a choisi l'entreprise qui doit faire ce système de protection a choisi une entreprise qui a des accointances avec l'industrie du tabac. Et cette personne qui a choisi, finalement, est partie de la Commission européenne, enfin de l'administration européenne, pour aller travailler dans cette entreprise. Donc il y a des espèces de ce qu'on appelle de revolving door, de gens qui prennent des décisions en faveur de l'industrie, puis qui après vont travailler pour l'industrie, au niveau européen, qui posent d'énormes problèmes éthiques. Mais on est très loin des luttes ici, et les lobbies, la force des lobbies au niveau européen, c'est hyper puissant. Et finalement, on s'aperçoit que nous, nos hommes politiques, hommes et femmes politiques, sont très loin de Bruxelles, et ils n'ont pas compris que la vraie lutte contre les lobbies, c'était au niveau européen. Et donc, sur le niveau européen, on peut dire que l'industrie du tabac est en train de gagner, et on est loin de pouvoir se dire qu'on a réussi à la contenir. Et en même temps, moi je me dis, si on n'arrive pas à gagner contre cette industrie-là, qui est quand même la pire de ce qu'on a fait et qui symboliquement est horrible, je ne vois pas comment on va gagner contre les vendeurs de glyphosate ou contre tous les autres qui vendent de la malbouffe et des produits polluants. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de se poser la question dans notre vie de tous les jours, de savoir comment on consomme, et de commencer à se poser la question sur la cigarette. Voilà, merci de votre attention.